Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité jusqu'à midi avec aujourd'hui Mathieu Alterman. Bonjour, vous êtes journaliste, vous avez publié Femme fatale aux éditions Quai des Brumes et on vous retrouve tous les vendredis dans TPMP sur C8. Franck Marguin, conseiller régional LR d'Île-de-France. Bonjour à vous. Jean-Luc, conseiller régional LR d'Île-de-France. Jean-Luc Benamias, président du Front démocrate. Bonjour Jean-Luc. Je ne suis plus, mais c'est pas grave. Plus du tout, membre du Conseil économique social. Ah, ça, voilà, ça oui, d'accord. Et Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Merci d'être avec nous. Bonjour, Madame Royal ne veut pas se taire. Elle a donc été, elle va donc faire l'objet d'une procédure de licenciement. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Emmanuel Macron s'exprime sur les violences policières. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il lâche les policiers? Et puis cannabis, faut-il dépassionner le débat comme le disent les députés? Alors ça, c'est ce matin, effectivement, on a entendu cette information. On pourra aussi se poser la question de savoir si le gouvernement ne cherche pas à faire diversion en ce moment pour éviter qu'on parle de la réforme des retraites. On en parle avec vous, 0826 300 300. Vos coups de cœur, vos coups de gueule. Jean-Luc, on va commencer avec vous. On en a un petit peu parlé à 10h30, mais allez-y. J'ai pas que j'étais dans les transports en commun. Et bus qui marchait. Oui. Alors c'est un coup de gueule. Bon, c'est un coup de gueule, oui, sur ce qui se passe à l'Open d'Australie. J'ai essayé de trouver un sujet dont on parle pas tous les jours. Ouais. L'Open d'Australie, c'est des qualifications. Bon, tout le monde a vu que, c'est le moins qu'on puisse dire, l'Australie subissait des dégâts environnementaux pour le moins très importants. Donc les joueuses, là c'était des joueuses, pour ce qu'il en est, ont arrêté de jouer parce qu'elles ne respiraient plus. Voilà, il y a une espèce de déni derrière tout ça, donc je n'en rajoute pas. Il y a beaucoup d'argent. Mais ça, le fait de ne pas annuler, bien sûr. Il n'y a pas de place comme ça. Vous savez, le tennis, c'est toutes les semaines. Hein, c'est parfois 3 tournois, même quand il y a un grand chelem, parce que l'Open d'Australie, c'est un grand chelem. Voilà, je voulais insister là-dessus, sur le côté, à un moment donné, faut faire attention, quoi. Je veux dire, c'est effectivement, vivre en Australie aujourd'hui, c'est difficile. Respirer en Australie, c'est encore plus difficile. Oui. Voilà, je ne fais pas de ça un événement majeur, l'événement majeur. Non, mais c'est vrai qu'on aurait pu, on aurait pu annuler voilà, cette on Open. peut annuler parfois des... En même temps, ça rapporte tellement d'argent qu'ils en ont tellement besoin en ce moment, c'est tout le problème. Est-ce qu'il ne fallait pas les faire jouer à l'intérieur, tout simplement? Enfin, il y a un moment, voilà. Parce qu'on a entendu tout à l'heure que la qualité de l'air à Paris, c'est 31, et là-bas, c'est 310, je crois. Donc jouer en intérieur, ça n'est plus un grand chelem. Ce n'est plus un grand chelem, ça fait plus pareil. Mais là non plus, c'est plus un grand chelem si les joueurs peuvent pas jouer. Ah bah s'ils peuvent pas respirer, ça va être difficile. Donc... Surtout qu'il y en a qui commencent à être assez âgés. Hein. Je dis pas, mais les meilleurs joueurs, Nadal et Federer, à un moment donné, il faut les soigner très bien parce que sinon, ils vont pas tenir jusqu'aux Jeux Olympiques. Hein. Le fric avant la santé des joueurs, nous dit Miss Lout sur Facebook. Mathieu Alterman, c'est un coup de cœur pour un livre. Moi, j'ai un coup de cœur pour un livre d'une jeune auteure qui s'appelle Sophie Nahum, qui a fait un livre, une série de films ces dernières années qui s'appelle Les Derniers, où elle interroge les derniers survivants des camps de concentration, et son livre sort la semaine prochaine. Il est magnifique parce que les survivants des camps, il n'y en a plus beaucoup, ce sont ceux qui viennent de France, hein, pas les survivants au niveau mondial, et surtout, c'est pas un livre pathos et terrible, c'est-à-dire qu'il y a des témoignages parfois drôles, émouvants évidemment, des photos, le livre est merveilleusement bien présenté, c'est un cadeau idéal, et puis c'est magnifique de faire ça, parce que ce sont des gens qui ne parlaient pas les décennies passées, qui commencent à parler juste avant la fin, malheureusement. Très bien. Il y a juste un petit rajout, j'en profite, hein. Il y a un forum au CESE jeudi qui est ouvert au public sur la place des femmes. Et c'est souvent des résistantes ou des gens d'origine juive, beaucoup celles qui ont réussi à s'en sortir. Voilà, c'est un forum très ouvert qui est ouvert au public. Au Conseil économique, social et environnemental à Paris. Kevin, coup de gueule. Un coup de gueule sur la réforme du CAPES. Donc le CAPES, c'est le concours qui permet de recruter des professeurs du second degré, donc aussi bien en collège qu'en lycée. Donc il y a actuellement une réforme. Donc jusqu'à présent, donc on recrutait les enseignants à partir d'un concours. Il y avait un écrit, donc où on mesurait la connaissance disciplinaire des candidats, puis un oral où il y avait aussi beaucoup de connaissances disciplinaires. Et là, il y a une réforme qui dit que finalement, on va très peu évaluer la connaissance disciplinaire des candidats, puis on risque de recruter donc des enseignants, des professeurs de mathématiques qui ne maîtriseront pas les mathématiques ou des professeurs d'histoire qui ne maîtriseront pas l'histoire. Donc c'est quelque chose de gravissime. Sur quels critères on va sur des recruter? Critères totalement pédagogiques. Est-ce qu'on est capable de mettre en place une séquence d'enseignement, donc essayer d'évaluer des gens sur leur capacité à mettre en place une séquence d'enseignement alors qu'ils n'ont jamais enseigné? Non, ce n'était pas le cas. Avant, en fait, on considérait les professeurs comme étant des intellectuels
maîtrisant leur savoir disciplinaire, parce qu'il est évident que pour enseigner, il est important de bien maîtriser ses savoirs disciplinaires. C'est comme un pâtissier, si vous voulez, il ne fait pas seulement appliquer une recette, il a une fine connaissance des ingrédients qu'il utilise. Ben, c'est pareil pour un enseignant. Évidemment qu'il ne peut pas appliquer des fiches pédagogiques clés en main, il a besoin d'avoir une fine connaissance des connaissances qu'il transmet pour rendre son cours original et pour vulgariser des connaissances parfois scientifiques. Donc c'est quelque chose qui est très grave, c'est une attaque en règle contre notre métier. Je trouve que depuis quelques mois, ça fait quand même beaucoup avec cette réforme des retraites, on nous tape tout le temps dessus. Donc là, le corps d'enseignant en a vraiment marre. C'est quelque chose qui touche tous les corps de métier, c'est la société d'aujourd'hui, à savoir l'émotion l'emporte complètement sur la raison. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est le lien qu'on est susceptible de passer avec des élèves, plus que finalement ce qu'on est censé leur apprendre. Et c'est comme ça partout. Je vous apprends rien en vous disant que ça ne se bouscule pas. Il n'y a pas bousculade, il y a des places en instituteur, institutrice, il y a des places en prof de collège et tout ça. Parce que, j'apprends rien non plus, mais les revenus, tout le monde en parle aujourd'hui, parce que c'est la réalité, les revenus des enseignants en France, quels que soient les enseignants, à peu près, les agrégés, c'est un peu mieux, les profs de fac, c'est encore un peu mieux, mais le reste, on voit ça par rapport à la comparaison qu'on fait par rapport à l'Europe, notamment par rapport à l'Allemagne même, l'Angleterre, on est très en dessous. Et donc, dans ce cadre-là, simplifier à outrance. J'entends ce que vous dites, c'est absolument, mais c'est désastreux parce que, au contraire, je pense qu'il faut revaloriser dans l'ensemble et donc revaloriser l'ensemble des diplômes. Je ne dis pas qu'il faut qu'ils soient plus compliqués, mais qu'on reste sur des normes. Non, mais qu'on reste, pourquoi pas, pour ailleurs. Plus compliqué, qu'on reste sur des normes, mais qu'on reste sur des normes d'acquisition du savoir qui soient des vraies acquisitions du savoir. Enfin, aujourd'hui, on voit bien parfois dans certaines écoles où il manque des enseignants, sur Le Bon Coin ou on fait appel. Est-ce que vous connaissez des gens qui peuvent enseigner l'allemand, l'anglais? On recrute n'importe qui. Moi, j'ai déjà eu un collègue qui ne parlait pas le français et pourtant il a fait cours devant une classe pendant 1 an. C'est quelque chose, c'est complètement gravissime. Et la connaissance disciplinaire, il enseignait la technologie, donc il les mettait sur des ordinateurs toute la journée et puis tout le monde était content parce qu'il y avait un adulte devant la classe. Vous savez, il y a une vingtaine d'années, une de mes filles était au primaire avec un enseignant qui faisait des fautes d'orthographe, donc les parents s'étaient mobilisés en se disant mais comment cet enseignant a pu arriver à être devant une classe, et on nous a répondu il avait un bon projet pédagogique. Ben voilà. Donc c'était déjà le cas il y a 20 ans. Mais le drame, c'est qu'aujourd'hui, enfin depuis 20 ans, depuis toujours, un prof excellent ou un prof nul, le nul ne sera jamais pénalisé par rapport à l'excellent parce qu'il n'est pas noté, et c'est peut-être le métier où il y a la plus grande disparité de niveau. Moi, j'ai des souvenirs de lycée où j'avais des gens exceptionnels et des nullités totales. C'est vrai. On a tous eu ça. Franck Marguin, c'est un coup de gueule. Oui, je suis un peu surpris dans un pays un peu fracturé en ce moment où les ministres auraient besoin... beaucoup, c'est un euphémisme, je vous l'accorde, où la France aurait besoin de ses ministres en pleine activité et en pleine, j'allais dire, en plein dévouement pour le pays, de voir que ces ministres rejoignent la campagne catastrophique de M. Griveaux. J'en veux pour preuve que Hugues Rançon, quand même, qui est vice-président de l'Assemblée nationale, je rappelle qu'être vice-président de l'Assemblée nationale, c'est un poste assez majeur, qui a lui-même déclaré que la sélection de Griveaux n'était pas conforme aux règles de sélection de la République en marche et que c'était une imposture. Et M. Griveaux fait aujourd'hui une campagne catastrophique à Paris où il est manifestement pas capable, en fait, de nouer le dialogue avec les Parisiens. Et de voir qu'on lui envoie et Marlène Schiappa Schiappa, pardon, excusez-moi, dans le 14e, Agnès Buzyn qui est pressentie dans le 6e, et d'autres. Je suis un peu scandalisé de voir que nous avons besoin de réparer les erreurs faites par la République en marche sur le dos des Parisiens, et je suis choqué. Alors ces ministres, on a nous évoqué ce débat, sont sur des listes, ils ne sont pas tête de liste dans des arrondissements, heureusement. Mais c'est vrai qu'ils sont à la rescousse. Ce qui me sidère dans la période... Jean-Luc Benamias. Je lis la période, bien sûr. J'ai fait souvent c'est que les municipales, aujourd'hui, dans la tête de nos concitoyens, n'existent pas. Sérieusement, il n'y a pas de campagne réelle. Et je vous rappelle juste que dans 15 jours, on va commencer le long mois des vacances
vacances de février, et que les élections, c'est vers le 15 mars et le 22 mars, un truc comme ça, je suis pas loin. 15, merci. Donc, il y a un côté là-dedans. Alors, c'est des élections, tout le monde le sait, qui intéressent généralement beaucoup plus les Françaises. Voilà, Françaises et les Français. Eh bien, là, dans ce cadre-là, je défie quiconque, même dans les instituts de sondage, quand ils nous appellent, parce que ça nous arrive même à nous, qu'ils nous appellent par tirage au sort, de définir qui sont aujourd'hui les têtes de liste. Quand on regarde, parce que même vous venez de dire Hugues Rançon, à ma connaissance, n'est pas avec Griveaux. Non, il est avec Villani. Vous avez mélangé les deux. Non, j'ai pas mélangé, j'ai dit que lui-même a contesté. Non, attendez, je me suis mal exprimé. Non, mais je n'ai pas pris. Moi aussi, j'ai cru à un moment que vous aviez confondu. Même Rançon qui reconnaît que Griveaux n'aurait pas dû être le candidat, ça n'empêche pas Monsieur Macron d'envoyer ses ministres. Ouais. Non, attention, que les électeurs ne se méprennent pas sur ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on est vraiment dans un désastre où Griveaux n'a aucune légitimité, même de la part des gens d'En Marche. Oui, mais enfin, il est opposant, Hugues Rançon. Il est du côté de Villani, effectivement. Donc, il l'a pas toujours été. Il vient de se déclarer la semaine dernière. Oui. Enfin, là, on tape sur la République En Marche. On voit également la situation à droite à Paris. C'est une catastrophe totale. Moi, je vois dans le 17e arrondissement, on a un maire qui s'appelle Geoffroy Boulard. Apparemment, il a voulu prendre l'étiquette LREM. Finalement, il l'a pas pris. Il a été investi par les Républicains. Rachida Dati, qui est la candidate officielle, ne la soutient pas. Donc, on n'y comprend plus rien. Et vous faites le jeu de la Macronie en faisant ça. C'est ça qui est dramatique. Maintenant, la liste de M. Boulard. M. Boulard soutient Mme Dati. Il y a eu effectivement un pataquès terrible. Dans le 15e également. Et le 15e, c'est toujours pareil. C'est toujours un pataquès. Petite interrogation de ma part. Vous vous souvenez du grand débat national où les Français se sont exprimés un petit peu partout pendant 2 mois avec des cahiers de doléances. Eh bien, le journal, c'est un journal en ligne Les Jours qui révèle que les cahiers de doléances sont introuvables. Le gouvernement s'était engagé à publier toutes les doléances. Eh bien, force est de constater qu'il n'y a aucun retour. Il y a des maires qui s'interrogent, qui disent mais où sont passés c'était une bonne initiative, les gens pouvaient s'exprimer, mais je ne sais pas où sont passés. Qui a mis le cahier dans le broyeur Non, c'est ça. Alors, il y a une société qui s'appelle Cognito Consulting, l'une des 3 entreprises mandatées par le gouvernement pour traiter les contributions, qui disent que l'ensemble des données devaient tenir sur l'ordinateur, mais qu'il y a eu un problème technique. Voilà, donc c'est un engagement qui coûtait trop cher, et c'est vrai que c'est quand même assez lamentable pour le coup, où on a dit qu'on allait mettre toutes les doléances sur Internet, eh bien, on ne sait pas où elles sont. Voilà. Bon. C'était une interrogation. Si quelqu'un a retrouvé les cahiers de doléances, appelez-nous. 0826 300 300. On se retrouve dans un instant. On va parler de Ségolène Royal qui a trop parlé. Effectivement, quand on appartient à une majorité, est-ce qu'on est libre de s'exprimer? On attend vos réactions sur Sud Radio. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff. Ségolène Royal donc a reçu une lettre du Quai d'Orsay en forme de dernière sommation avant un possible limogeage de son poste d'ambassadrice des pôles. L'ancienne candidate à la présidentielle a déclaré qu'elle prenait acte. Elle dit qu'elle ne veut pas renoncer à sa liberté d'expression. C'est vrai que ces derniers temps, elle n'a pas été tendre avec Emmanuel Macron et avec son gouvernement. Donc quand on est dans l'équipe d'un gouvernement, est-ce qu'on a un devoir de réserve? Est-ce que vous estimez que cette mise en demeure est justifiée, les uns les autres? Kevin Bossuet? Oui, à partir du moment où on a été nommé en Conseil des ministres et qu'on fait partie de la majorité, il est évident qu'on doit faire attention à ce qu'on dit par rapport au gouvernement. Mais en même temps, il faut arrêter d'être hypocrite. De dire Emmanuel Macron, en nommant Ségolène Royal, savait très bien que Ségolène Royal n'arriverait pas à fermer sa bouche et qu'elle dira ce qu'elle veut au moment où elle voudrait le dire. Donc, et puis là, elle est typiquement dans une volonté de revenir sur la scène politique. Oui, elle veut se présenter à la présidentielle. L'été dernier, sur Radio-Canada, on lui a demandé si elle pensait notamment à la présidentielle. Elle a répondu pourquoi pas. Donc, comme là, actuellement, la gauche est complètement laminée. Il n'y a pas de candidat social-démocrate qui est mis en avant. Donc, elle se dit peut-être que je peux revenir de cette manière-là. Et donc, forcément, elle ouvre sa bouche. Et pour elle, c'est tout un gain parce que se montrer comme celle, finalement, qu'on a virée, qui s'oppose à Emmanuel Macron à gauche, c'est très bien joué. Et elle revient progressivement sur la scène politique. Et je pense qu'au niveau du peuple, ça a de l'écho. Oui. Franck Maria. Parce que, au-delà
de la personne de Ségolène Royal, et je suis complètement d'accord avec vous, quand on est ambassadeur d'un gouvernement, au moins on ne lui tape pas dessus, et donc le licenciement, tout ça, on pourra en reparler. Moi, ce qui me choque beaucoup, c'est l'emploi de l'argent public par le gouvernement de M. Macron. D'après mes renseignements, elle n'a que très peu été ambassadrice des pôles. Elle n'a pas assisté aux séances de travaux là où elle était mandatée, où elle aurait dû être. Elle n'a pas contribué à donner, le travail nécessaire qu'un grand pays comme le nôtre devrait. Et on ne l'a pas sanctionné pour son absence. Et vous savez, dans les entreprises, quand vous êtes absent, vous êtes sanctionné. Et que dans les entreprises, lorsque vous n'allez pas au boulot sans raison, ou si vous n'êtes pas malade, vous êtes licencié. Sauf que... Ce que je n'arrive pas à comprendre... Non, mais attendez, j'ai pas fini. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que les motifs de courroux du gouvernement soient en fait sa critique du gouvernement et ne soient pas son absence. Et je trouve qu'on donne là aussi aux Français une très mauvaise image de la fonction publique. C'est-à-dire qu'en fait, on peut rester... Elle aurait simplement été d'accord avec le gouvernement pendant tout le long de sa mandature ambassadrice du pôle. Elle n'aurait pas été recalée. Et moi, je suis profondément choqué par le fait que le gouvernement ne nous interpelle pas plus sur son absence que sur son désaccord. Absolument. Vous avez tout à fait raison. Je trouve que c'est encore un problème de communication de la part du gouvernement. Parce que, à la limite, qu'elle dise du mal du gouvernement, il le savait que ça allait se passer comme ça. Mais il pensait qu'elle allait quand même venir aux réunions. Moi, il y a un truc quand même qu'il faut souligner, c'est que, par exemple, le compte Twitter de Ségolène Royal, il y a le Gorafi et le sien. C'est un peu les deux trucs qui font le plus rire aujourd'hui. Il faut quand même un peu dire la vérité. Ségolène Royal, il n'y a pas une rédaction qui ne rit pas après, parce que c'est quand même la seule politique qui a planté à peu près tous les journalistes en disant, en général, un quart d'heure avant, 20 minutes avant, qui donne des choses qui sont une fois sur deux des fake news absolues sur les réseaux sociaux qui racontent n'importe quoi. Donc, elle est très populaire. On a montré, je crois d'ailleurs, il y a un sondage il y a un mois qui montrait qu'elle était très populaire. Mais enfin... Pas chez nos auditeurs. Hein. Oui, mais surtout, tant qu'elle affrontera personne dans un débat, elle restera populaire. Le problème, c'est que dès que vous lui mettez quelqu'un d'un peu crédible en face, il n'y a plus personne. Voilà. Claudine nous dit, Ségolène, vu le Bronx, c'est la dette qu'elle a laissée chez nous en Deux-Sèvres. Elle a l'âge de prendre sa retraite, nous dit Angelo. Elle a ses trimestres, elle doit nous reposer. Elle mérite bien de nous reposer. Mais vous avez raison sur le fait que on lui reproche sa parole, mais pas son comportement. Avec les impôts des Français, parce que ces postes, il ne faut pas se leurrer. Des postes qui servent à rien. Personne ne se leurre sur les postes honorifiques. Comme Michel Rocard, qui était parce que lui non plus, apparemment, n'a pas fait énormément de déplacements. Il a fait quand même. C'est un peu plus quand même. Il était un peu plus occupé qu'elle, en plus. Il avait plus fatigué qu'elle, surtout, nettement, pour l'âge qu'il avait. Non, mais il a contribué. Voilà. Il était quand même beaucoup plus présent. Mais c'est des postes honorifiques. Moi, ce qui est agaçant, parce que vous l'avez dit, c'est que la virée, mais elle attend que ça à l'heure actuelle. C'est-à-dire que, encore une fois, tactiquement et stratégiquement, mais c'est n'importe quoi. Je veux dire, elle veut être en avant, elle est en avant. Mais est-ce que c'est pas bien joué, au contraire? Est-ce que c'est pas bien joué? Par rapport, donc très mal pour le gouvernement, comme tout ce qu'il faut. Pour le gouvernement, je vous parle de Ségolène Royal. Ségolène, c'est parfait. C'est formidable pour elle. Quand même aussi, vous l'avez dit, elle a planté beaucoup de journalistes. Mais enfin, elle est invitée sur toutes les grandes émissions. Absolument. Dès qu'il faut, et on y va. Il y a un côté là-dedans de jeu, on le connaît, ce jeu médiatique des gens, elle est utilisable parce que quand elle passe, on est sûr de faire, un audimat à peu près honorable. Mais moi, je répète encore une fois, c'est même pas garanti, je suis d'accord. Je rappelle que c'est quand même des postes qui sont émargés à 11 000 € par mois. Je sais. Elle n'est pas bénévole? Elle est censée être bénévole. C'est bénévole. Non, ce sont des postes. C'est une fonction bénévole. Ambassadrice des pôles, c'est un poste rémunéré à 11 000 €. Elle a dit que c'était bénévole et qu'elle avait une enveloppe de 200 000, 100 000 euros. Ah oui, mais c'est ça, c'est 110 000 € sur l'année. Mais ce sont des frais de déplacement, ce n'est pas un salaire. Je pense qu'au-delà de ça, il va falloir liquider à un moment cet héritage mitterrandien. Enfin, ce sont des gens qui sont là depuis 30 ans, elle n'a quasiment jamais rien fait. Stop, on est en 2020, il y a un moment, il faut on est le seul pays où il y a ça, des gens qui sont là depuis 30 ans. Juste une chose, c'est une fonction bénévole, mais c'est vrai qu'il y a eu tout un scandale à la fin de l'année dernière en disant qu'elle utilisait notamment les personnes qui étaient là pour l'aider à la tête de la présidence des pôles. Là, elle les a utilisées notamment pour faire des rencontres, pour faire des débats, des choses comme ça. Évidemment, ça pose quand même une question éthique. Après, Ségolène Royal, c'est une arriviste complète. Je veux dire, en 2013, elle était pour la réforme à points. Là, elle nous raconte qu'elle est contre la réforme à points, tout simplement pour taper sur Emmanuel Macron. Lors des dernières européennes, elle voulait être sur la liste Europe Écologie Les Verts. Et puis après, elle a soutenu la liste En Marche. Elle a soutenu la liste En Marche. Et puis au moment des européennes, elle a dit du bien d'Emmanuel Macron parce qu'elle espérait devenir ministre. Et puis comme ce dernier ne l'a pas nommé ministre, elle lui retape dessus. Enfin, c'est quelque chose qui est grotesque.
Alors après, Ségolène Royal, on peut en penser tout ce qu'on veut, mais je trouve qu'elle a quand même une capacité à sentir ce qui se passe dans la société. Et c'est pour ça qu'elle a un écho chez les milieux populaires sur les questions de la sécurité, sur les questions de l'immigration. Parce que sa stratégie, c'est de systématiquement dire du mal du gouvernement en place. Donc forcément, je trouve qu'à travers ça, elle sent bien ce qui se passe dans la société. Et c'est pour ça que dans les milieux populaires, quand vous parlez de Ségolène Royal, soit elle énerve, soit on l'adore, mais en tout cas, elle a une analyse souvent juste de la société. Je rappelle quand même que pour 110 000 € par an, elle pourrait être et présente et faire le business. Autrement, effectivement, ça mérite licenciement au-delà de ce qu'elle dit sur le gouvernement. Je reste là-dessus. Valérie, dire qu'elle n'a rien fait quand elle a été ministre de la petite enfance, si vous vous rappelez bien, quand elle était ministre, secrétaire d'État, je crois, à l'Éducation nationale, elle avait quand même travaillé sur un certain nombre de sujets qui étaient des sujets notamment sur tout ce qui caractérisait le harcèlement. Je me rappelle de ça et qui a joué un rôle. C'est pour ça que je vais pas. Valérie, je veux pas non plus la dénigrer non plus. Non, mais c'est en 92. On se retrouve dans un instant, 0826 300 300. On aura Manuel en ligne avec nous. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio. Avec Mathieu Alterman, journaliste, Franck Marguin, conseiller régional LR d'Île-de-France, Jean-Luc Benamias, membre du Conseil économique, social et environnemental, et Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Nous parlions du cas de Ségolène Royal. On a Manuel en ligne avec nous. Bonjour Manuel. Bonjour Valérie. Bonjour, on vous écoute. Bonjour aux auditeurs. Et si j'ai à formuler un vœu pour 2020, c'est que vous continuez à donner la parole à la France invisible. Je fais partie... c'est ce qu'on fait sur Sud Radio et vous n'êtes pas invisible, vous avez la parole et on vous écoute. Alors, je vous en remercie. Alors, cette histoire, elle prêterait à sourire, mais vraiment, elle est navrante. Une fois de plus, tous ces médias de propagande vont nous sortir l'icône, comme ils ont sorti Macron du chapeau. Tout ça pour amuser la galerie, faire des débats, débattre, tous ces politologues à la noix là, qui savent ce qui est bon pour le pays. Mais qui vivent dans les beaux quartiers parisiens. Moi, je vais vous dire, tout ça, ça va faire pchit. Moi, je suis dans les manifestations depuis le 17. Ouais. Et là, ça continue. Je continue à me mobiliser avec plein d'autres gens pour la réforme des retraites. Et croyez-moi ce que j'entends, parce qu'on ne fait pas que se faire canarder ou tabasser par les policiers. On fait autre chose, on discute entre nous. Et ça, des gens qui viennent maintenant de toute profession, vous voyez. Il n'y a pas uniquement il y a des gens instruits maintenant, il y a des avocats, il y a tout ça. Et croyez-moi, ce que j'entends dans les manifestations, c'est pas du tout ce que j'entends sur la plupart des plateaux de propagande. Les gens, quand même, ils ont ouvert les yeux. Et s'ils se sont fait avoir en 2017, croyez-moi, en 2022, ça va être une autre paire de manches. Et je crois qu'il va falloir, s'ils veulent imposer leur leader, se retrousser les manches, parce que là, les Français, ils ont bien compris ce qui se passait. Ils ont bien compris que cette carte, elle était là uniquement pour détruire le pays, le vendre à des copains, et puis voilà. Et les Français, ils n'auront que les yeux pour pleurer. Mais tout ça, ça a été déjà bien compris. Croyez-moi, dans les manifestations, c'est pas du tout le discours que j'entends sur les plateaux de télévision. Nous, on donne la parole beaucoup à nos auditeurs sur Sud Radio également. Voilà. On parlait donc de Ségolène Royal. On va conclure sur le sujet, mais vous êtes nombreux à réagir, à dire Ségolène fait son cinéma, elle continue, nous dit Michel. N'oublions pas du positif, les bizutages dans les grandes écoles, aussi les portiques pour les poids lourds. Bon, ça a coûté un petit peu cher. L'argent était là, mais une bonne politique avec le blocage des augmentations du prix des autoroutes bloquées, reportées quelques années. Non, elle a eu des points positifs. C'est pas la question de remettre en cause son bilan. La question est de dire déjà pourquoi le gouvernement lui a donné ce poste honorifique, donc en récompense peut-être d'un soutien. Et quand je disais sur le bilan, effectivement, elle a fait des choses, mais ça remonte à près de plus de 20 ans, à près de 30 ans. Vous vous rendez compte, c'est comme si dans les années 90, on avait parlé de Maurice Couve de Murville. Enfin, il y a un moment, on est complètement en déconnexion du réel. Mais est-ce que cette stratégie de balancer sur le gouvernement depuis quelques mois, c'est pas une stratégie de sa part, justement? Là, on voit qu'elle va faire le tour des grandes villes, elle va être à Marseille, à Toulouse, pour aller soutenir, elle est en campagne. Donc là, elle va être victime. Mais elle est en campagne. Il y a ce combat avec François, toujours le même, face à François Hollande, qui lui aussi, différemment, beaucoup moins provoquant, mais essaye lui aussi de... Je dis ça de manière humoristique, parce que ça l'est quand même un peu. C'est-à-dire qu'on sent bien que, pour un certain nombre de personnages, et ce ne sont pas les mêmes, c'est pas les mêmes personnes, mais pour un certain nombre de personnages, abandonner, à un moment donné, l'idée d'être au centre de la vie politique, c'est très difficile. Bien sûr. Mais c'est comme les anciens sportifs. C'est comme les sportifs de haut niveau quand ils s'arrêtent.
s'arrête. Ils ont besoin de trouver, parce que c'est plus, ils veulent retrouver la sensation, non pas l'émotion, mais la sensation. Et Ségolène Royal veut l'adrénaline, mais encore une fois. Excusez-moi, mais moi qui suis élu ici, je peux vous dire aussi que lorsqu'on est élu, qu'on se présente dans l'électorat, c'est qu'on pense que les idées que nous portons valent la peine d'être développées et défendues. Ouais. Et donc, je taxe Madame Ségolène Royal d'être une vraie politique, mais là, pour le coup, au sens noble du terme. C'est-à-dire qu'elle a envie de porter des idées, d'être reconnue. Maintenant, ça n'enlève pas ce que j'ai dit, où je trouve scandaleux, absolument scandaleux, qu'elle ait méprisé à la fois son rôle et dépensé de l'argent sans contrôle. Mais sur le plan plus politique, est-ce un danger? Je dis oui, pour répondre à votre question. C'est-à-dire que je pense que c'est un animal politique de première qualité. Moi, je me rappelle très bien pendant que que les disciples de François Mitterrand montaient la Roche de Solutré, elle était au Chili en train de soutenir Bachelet, parce qu'elle avait bien compris que son temps était ailleurs et n'était plus avec les dinosaures. Et elle est arrivée avec son ordre juste, dont on parlait tout à l'heure, et elle a été quand même, je vous le rappelle, devant Sarkozy, à faire 47 ou 48%. Donc, elle est de loin pas, à sous-estimer. Je pense qu'au contraire, c'est un animal dangereux. C'était le thème de votre question. Et Marc nous dit, les frais, c'est mieux qu'un salaire, parce qu'on paye pas d'impôts. Oui, on paye plein d'impôts en plus. Non, mais honnêtement, mon coup de gueule, je suis scandalisé. On a entendu. Voilà, allez, on va parler des violences policières. Emmanuel Macron a demandé hier des propositions pour améliorer la déontologie des forces de l'ordre. Il y a urgence face à des comportements pas acceptables qui ont été vus ou pointés parce qu'ils peuvent atteindre à la crédibilité, à la dignité des forces de l'ordre. Il a tout de même déploré aussi une violence et un nihilisme politique qu'expriment, selon lui, certains manifestants. Donc, c'est le problème du en même temps, quoi. Le en même temps poussé au paroxysme. Bon, de toute façon, l'équation est simple. Il y a eu plus de manifestations en 2 ans qu'en 40 ans. Donc il suffit qu'on mette proportionnellement le nombre de violences. Voilà, c'est tout. C'est un problème d'arithmétique. Mais est-ce qu'il n'y a pas une violence Est-ce qu'on se rend compte de la psychologie des policiers? Est-ce qu'on se rend compte du nombre de suicides des policiers qu'il y a chaque semaine? Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on leur a demandé? Moi, je peux vous le dire, qui suis bien évidemment un habitant de cette ville, quand le matin, on allait discuter avec eux lorsque j'ai eu l'occasion d'aller courir, de faire du vélo, et je disais, mais c'était en fait un désastre moral. Donc aujourd'hui, qu'il y ait quelques bavures, dont bien évidemment, on doit tous faire attention, mais enfin, on ne se rend pas compte, on ne se rend pas compte du travail exceptionnel, je dis bien exceptionnel, que les policiers ont fait. Vous avez enfin des gens qui leur crachaient dessus, des gens qui les insultaient toute la journée, et qui n'étaient pas des révolutionnaires, et qui étaient des gens simplement qui faisaient... La haine de Macron, la haine de ce gouvernement, comme vous le dites très justement, la quantité de manifestations qu'il a créées, la quantité de fractures qu'il a créées dans ce pays, à tout point de vue, les fractures. Pardon ? À tout point de vue, les fractures. À tout point de vue, mais même la fracture du respect. Absolument. Il fait que les gens se sont comportés de manière absolument inouïe, et que les policiers ont craqué. Donc, je voudrais juste mettre un bémol. Je ne suis pas convaincu que si on avait eu un autre président, on n'aurait pas eu autant de manifestations. Je pense que malheureusement, et ce sera le cas dans vous verrez, les présidents à venir, mais si, la rue va se radicaliser quand elle baisse. Mais il y a un problème de commandement quand même. Mais il se trouve que moins on fait aux élections, plus il reste la rue. Nicolas Sarkozy et François Hollande ont des manifestations où il y avait certaines violences. Il y avait une opposition. Il y avait une opposition dans les urnes, il n'y en a plus aujourd'hui. Pas le même niveau. Et le même mépris. Le phénomène. C'est le mépris de Macron. Pas tous en même temps. Jean-Luc Benamias. Comme chacun sait, n'est pas terminé. Il est moins fort, mais il est toujours extrêmement prégnant dans la tête des Français et des Français. Les violences de ces manifestations, qu'on a souvent niées, c'est comme ça. Moi, je considère, comme tout le monde autour de ce plateau, que les forces de l'ordre, ce qu'on appelle les forces de l'ordre, évidemment subissent des trucs épouvantables. À un moment donné, il y a moins de policiers présents à certaines manifestations, parce qu'il faut quand même bien qu'à un moment donné, ils s'occupent de leur famille, il faut quand même bien qu'ils prennent des congés. Déjà, il y a un retard comme dans la santé publique et pour les infirmières et les aides-soignants, il y a un retard, un cumul de RTT, mais c'est des millions d'heures. Ok, mais derrière tout ça, quand même, les nombres d'images, qu'à un moment donné, l'édito du Monde, qui n'est pas spécialement un extrémiste, soit en disant oui, ça s'appelle violence policière, et qu'il ait fallu après la réponse telle que l'a fait encore Emmanuel Macron, mais vous l'avez dit, c'est encore en même temps, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que j'ai lu évidemment les réactions des syndicats de police, ils sont furieux.
Je lis les réactions des autres, de la LDH, la Ligue des droits de l'homme. Pareil, ils sont furieux. C'est différent, mais ils sont furieux. Parce que ça n'a pas de sens. À un moment donné, cette violence. Enfin, c'est dingue. Je le dis depuis des semaines, mais là, il y a appel à manifestation nationale samedi. Je ne sais pas si vous le savez, mais alors ça circule sur les réseaux sociaux. Mais ça peut être extrêmement violent parce que plus rien les arrête. Parce que qu'est-ce qui se passe dans les manifs? Alors, on parle des Black Blocs. Très bien. Il n'y a jamais eu autant de Black Blocs dans le pays, dans plein de villes. Dans au moins 50 villes, 30 villes de France, tout d'un coup, il y a les Black Blocs. Étonnant quand même. Mais c'est comme ça, il y a une virulence. Et derrière tout ça, il y a un nombre de salariés hyper énervés. Totalement énervés, qui se sont pris plein la tête. Mais c'est lié tout de même au fait qu'il n'y a pas d'opposition. Avant, ils avaient le choix de voter pour quelqu'un d'autre. Il n'y a personne à gauche, il n'y a personne à droite. Mais là, il n'y a pas d'élection. Il y a pas d'élection. S'il y a des élections demain, il n'y a pas de candidat. Ne dites pas qu'il n'y a personne, parce que nous avons eu sur les européennes des candidats qui avaient de la valeur. Ils ont quand même voté Macron. Le problème est là, si vous voulez. C'est qu'à un moment donné. Parce que le candidat de droite ne correspondait pas du tout à ce que vous voulez. Comment voulez-vous que les gens ne pètent pas un plomb quand ils ont évidemment des revendications légitimes et que Emmanuel Macron leur répond par le mépris? Est-ce que vous vous rendez compte la réponse de Castaner? Ce sont des factieux injectés quand même suite aux gilets jaunes. Non mais d'accord, il n'a pas répondu aux attentes des Français. Regardez aujourd'hui dans la rue, vous avez des enseignants, vous avez des avocats, vous avez le corps médical, vous avez tout le monde dans la rue. Le pouvoir ne tient que grâce à la police. Alors évidemment que la police fait un travail exceptionnel, mais se gouverner par le mépris, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Mais est-ce que vous vous rendez compte, nous, enseignants, on nous dit vous allez perdre beaucoup au niveau de la retraite et puis finalement nous fait comprendre que c'est pas très grave, qu'on n'a pas une place très importante dans la société et qu'on doit rentrer dans nos salles de classe et nous taire. Mais c'est quelque chose qui est insupportable. Ce gouvernement ne ressent pas la colère qui est chez les Français. Enfin, c'est juste pas croyable. Regardez ce qui s'est passé dans les manifestations. Il y a des gens qui ont perdu un œil quand même. Il y a des gens qui ont perdu une main. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la violence qu'il y a, de la violence sociale? Qu'il existe un gouvernement, quelle que soit sa tendance politique, qui puisse dire non, je ne vois pas la colère des Français. Ça existe qu'au cinéma. Évidemment qu'il la voit, la colère des Français, ça n'existe pas. Mais il ne la comprend pas, il ne comprend pas la France, cet homme. Il dirige la France comme il dirigerait l'Allemagne ou il dirigerait l'Afrique du Sud. Sur les retraites, il a fallu quand même que les professeurs descendent pour leur dire mais attendez, là on va perdre 30%. Il a fallu que les avocats brûlent l'Europe pour leur dire mais attendez, on va perdre encore 30%. Et en fait, cette méthode de l'impréparation montre que finalement on avait un mépris assez fort pour l'ensemble des catégories qui étaient concernées, à part avoir un espèce de totem réussi de suppression des régimes spéciaux. C'est quand même extraordinaire. On a fait de la suppression des régimes sociaux un désaccord et un mépris de l'ensemble des catégories sociales. Moi, je suis tout à fait d'accord pour la revisitation et même la suppression des régimes spéciaux, mais on le fait pas de cette manière-là. On arrive au Parlement avec une réforme qui n'est même pas financée et qui, en fait, a perdu son essentiel. Et donc, on a mis des gens... Moi, je suis complètement d'accord avec vous. Regardez cette histoire, moi, qui m'a toujours frappé, parce que moi, je pense que, si vous voulez, on est dans une monarchie élective en France, et le roi est élu, mais il est le roi de tous les Français. Et quand on s'adresse à un clochard en lui disant t'as qu'à travailler pour te payer des costumes, ou quand on s'achète un chômeur, t'as qu'à passer en face. C'est pas ce qui s'est passé, vous êtes de mauvaise foi, c'est pas ce qui s'est passé. Il faut traverser la rue, il faut traverser la rue pour un boulot. Non, mais si vous ne ressentez pas, vous êtes complètement la réalité, c'est que les Français l'ont ressenti. Moi, je peux vous dire que les Français, ils ont le ressentiment d'un mépris de la part de M. Macron et de son gouvernement. Mais là, vous ne ressentiez pas. Attendez, les exemples que vous venez de citer sont faux. Il a jamais dit à un clodo, faut vous acheter un costume. Il a dit à quelqu'un qui avait un t-shirt Free Palestine et des dreadlocks, ouais, j'ai pas de boulot. Il a dit, bah oui, c'est sûr, si vous arrivez comme ça au travail, en gros, vous trouvez un travail avec un costume. C'est pas la même chose. Évidemment que le gouvernement fait d'énormes bêtises. Évidemment qu'il y a un problème. Mais n'utilisez pas des arguments qui sont pas exacts. C'est passé sur les réseaux sociaux avec un mépris formidable de la part du président. On va prendre un auditeur. Patrice est en ligne. Bonjour Patrice, vous êtes à l'antenne sur Sud Radio. Bonjour. Bonjour Valérie, bonjour à tous les intervenants. C'est quand même affligeant d'entendre les gens qui se disputent sur le plateau. C'est comme dans la rue, tout le monde se dispute. Oui. Bon, moi j'étais gendarme au PJ pendant 30 ans. Oui. J'ai fait du maintien de l'ordre en étant gendarme mobile. Oui. Et aujourd'hui, on est face à une instrumentalisation et une banalisation de la violence. On entend parler de violence sur tous les plateaux télé. On a une police qui est aux abois. Je connais très bien le problème. Vous savez, quand on veut mettre des gens en garde à vue sous des prétextes fallacieux pour éteindre les mouvements sociaux, et que quand ça commence à cancrer, comme on dit chez nous, on lâche les chiens sur 2 ou 3 exemples qui font tomber 2 ou 3 têtes. On n'est pas vraiment dans un pouvoir démocratique. Aujourd'hui, on est vraiment à la croisée des chemins et on ne peut pas dire que le pouvoir écoute ses citoyens.
On peut pas dire ça. On peut pas dire que le pouvoir est un pouvoir démocratique quand on lance des grenades de... J'ai été sur les manifestations des Gilets jaunes, j'ai vu des grenades de désencerclement jetées sur des mères de famille, sur des kidams moyens qui ne commettaient aucune violence. Je suis abasourdi par le niveau de violence. Mais comment vous l'expliquez, vous, qui avez été dans ces situations-là? C'est quoi? Ça vient du commandement? Ce sont les hommes qui craquent? C'est quoi? Comment vous l'expliquez? Parce que quand on est policier, on est là pour le maintien de l'ordre et pas pour agresser les citoyens. C'est au départ, je pense que le pouvoir a vraiment tremblé pour sa vie physiquement. Et je pense que le pouvoir macroniste a eu très très peur sur les premières manifestations des Gilets jaunes, qui ont été des manifestations spontanées, extrêmement dures, parce que les gens étaient exaspérés de la situation et du mépris qu'on leur opposait. Et on a instrumentalisé la police, certainement en tenant un discours politique, en leur disant vous allez sauver la République. Et on a aussi, il y a aussi une autre part, c'est qu'on laisse faire les policiers, c'est-à-dire on les laisse se démerder, quoi. Vous avez carte blanche, démerdez-vous. Et puis les gens, ils font un peu ce qu'ils peuvent, quoi. Voilà, il y a ces deux choses-là, quoi. Il y a ces deux choses-là. Mais on a aussi le phénomène des infractions imaginaires, quoi. Il y a des gens qui sont poursuivis aujourd'hui pour des infractions imaginaires dans les tribunaux, quoi. Les tribunaux sont aussi instrumentalisés pour le maintien de ce pouvoir, quoi. C'est abominable. Moi, je vous assure que je suis quelqu'un de mesuré, mais je suis très très inquiet. Je suis très inquiet pour la démocratie de mon pays, réellement. Merci Patrice de votre appel. Je voudrais quand même souligner qu'heureusement, l'immense majorité des manifestations en France se font sans aucune violence. Heureusement, bien sûr. Et on rappelle quand même que la France est un des pays où il y a le moins de bavures dans le monde. Allez aux États-Unis voir ce qui se passe, par exemple. Mais on est le seul pays quand même qui utilise le LBD. Il faut peut-être un petit peu s'interroger sur la dangerosité de cette arme. Pourquoi il y a des manifestations où il n'y a aucune violence parce qu'il n'y a pas de casseurs? Et pourquoi il y a des manifestations où il y a malheureusement des violences? Encore une fois, je le répète, la majorité des manifestations, il n'y a pas de violence. Le nombre de villes en France, si vous regardez la carte depuis un an, et depuis maintenant 6 semaines du mouvement social d'aujourd'hui, où il y a eu des violences, sont extrêmement importantes. Vous regardez à chaque fois, parce qu'on voit pas tout, les chaînes d'infos, les chaînes d'infos, à un moment donné, elles en ont marre, elles passent à autre chose. J'ai les images de Toulouse en tête, des images, qui sont des images. À chaque fois, je regarde, je contrôle pour voir que c'est bien la bonne date, parce que évidemment, parfois il y a des choses. Mais là, je vois les images, et je vais te dire pourquoi, parce qu'il y a du positif dans ce que je vais dire à la fin. On voit, c'est la fin d'une manif à Toulouse, ça cogne absolument, ça bombarde chaque semaine à Toulouse, chaque manif. Et c'est sur une place où il y a un manège. Et la police, qui avait peut-être des raisons, a tiré. Et évidemment, le manège est là, les enfants, tout le monde pleure, tout ça. Alors là où je dis que c'est positif, c'était violent quand même, et les gens sont énervés. Et tout d'un coup, je vois un policier complètement un costaud là, qui va vers une famille. Tu te dis non, il va pas déconner. Non, pas du tout. Il va prendre le môme pour dire, je suppose, pour dire au môme et à la famille, bon, venez avec moi, on va sortir de là. Je dis que dans la police, il n'y a pas que... je vois bien comment il y a des énervés. Mais il faut arrêter d'être manichéen avec les méchants et les gentils. De l'autre côté, on rappelle qu'il y a quand même 2 policiers qui ont été tués cette semaine. Ça, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Il y a beaucoup de cette usure morale depuis 1 an et demi, attention. Manque de moyens et usure. Bien sûr. Mais en fait, c'est le sens familial aussi, souvent. Et c'est le sentiment d'impunité, en fait. On a l'impression que quand un policier commet quelque chose de mal, il n'y a pas de justice. Et on est quand même un des seuls pays où c'est la police qui juge les policiers. Enfin, ça, il faut peut-être changer ça aussi. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous, 0826 300 300, à tout de suite. Et le débat continue, même pendant... Tu t'en es à l'antenne, les amis. Il m'a dit que j'ai fait un On montage. continue le débat. Alors, on peut parler du cannabis, on peut continuer, si vous voulez dire quelques mots encore sur les violences policières. Je m'étais levé quelques instants, voilà, me revoilà. C'est lié le droit. Tu sais que si les policiers, au lieu d'être alcooliques, fumaient des joints, ils taperaient moins leur femme? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Le secrétaire d'État en charge de la jeunesse, Gabriel Attal, s'est déclaré ce matin favorable à l'ouverture d'un débat autour de la légalisation du cannabis au lendemain de l'ouverture d'une mission parlementaire sur son usage, récréatif ou thérapeutique. Alors, est-ce que déjà, première question qui est un petit peu en marge, est-ce que aujourd'hui le gouvernement va essayer de faire diversion avec des sujets de société comme ceux-là pour qu'on, dans les débats, dans les médias, on parle d'autre chose que de la réforme des retraites? Ça vous semble absolument. Mais alors, ce qui est très amusant,
intéressant, c'est qu'il y a une scène dans le nouveau livre de Beigbeder qui est sorti il y a 15 jours. Beigbeder raconte qu'il rencontre le président Macron, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, et lui dit le seul moyen de faire entrer de l'argent dans les caisses, c'est de dépénaliser le cannabis. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'entourage du président qui a légalisé? Est-ce que quelqu'un a lu le livre et dit on va remettre ça sur le... Mais évidemment que c'est un prétexte. Ceci dit, moi, à titre personnel, je ne suis pas fumeur du tout de cannabis, mais pour moi, il n'y a pas un argument contre la légalisation. Je vois pas. C'est juste que c'est quelque chose de tragique pour la santé. Je vais m'opposer. Oui, mais enfin bon, comme je vais m'opposer de manière très forte à votre idée. Oui, je ne vois pas aucun argument pour la légalisation du cannabis. L'argent. Vous savez combien ça rapporte en Californie? La réalité, c'est que le devoir de la puissance publique, je rappelle, le devoir de la puissance publique, c'est la protection des individus et c'est la bienveillance. Aujourd'hui, en légalisant le cannabis, on est en train, comme on le fait très souvent, parce qu'on a de très mauvaises politiques et on se rend compte in fine qu'on avait eu tort, de casser le thermomètre pour ne pas voir la maladie. Donc il est assez facile, si vous voulez, de légaliser le cannabis quand on voit qu'on est inondé de cannabis partout, quand on voit que les trafiquants ne sont pas arrêtés, quand on voit que la police, bien évidemment, n'a pas de moyens particuliers pour louer. Sauf que c'est en France qu'on en consomme le plus, Franck Marguin, donc il y a un problème quand même. Il y a un problème, parce les problèmes, d'ailleurs, nous en avons parlé sur votre antenne avant, c'est qu'il y a un désespoir de la société. La société ne sait pas où elle va, et donc il y a énormément de jeunes qui trouvent dans le cannabis. Non, mais c'est arrêtez. Non, mais ça a des conséquences. Ce discours-là, dans les années 50, je veux bien. Mais c'est la vérité. Non, c'est pas vrai. Vous n'avez pas à me couper parce que les auditeurs... La plupart des gens qui attendez, mais c'est pas vrai ce que vous dites. Attendez, Mathieu Alterman. Vous avez un point de vue 4ème République, monsieur. Mais n'importe quoi. Complètement que mon point de vue fasse 4ème République. La réalité, c'est que mon point de vue est une immense majorité des parents. C'est que les parents ne veulent pas que leurs enfants prennent du cannabis. Ils sont désespérés quand leurs enfants fument et que les gouvernements, les uns derrière les autres, n'ont jamais... L'immense majorité... Non, mais vous laissez finir. Vous avez beaucoup plus... Non, je ne me dis pas la parole. Vous avez beaucoup plus parlé que moi. J'ai eu cette antenne. Alors, ça suffit maintenant. Allez, on ne va pas chronométrer, on va pas je veux dire que l'immense parent, et moi je le discute, je le vois dans le 18e et dans le 19e où il y a eu l'expérience de la salle de shoot, vous avez un désespoir des populations. Mais quand vous laissez le cannabis, vous prenez le problème. L'immense majorité des utilisateurs. Vous ne réinvitez pas avec les 3 minutes. Est-ce que Mathieu, on peut laisser Kevin Bossuet, qui a des élèves, lui le cannabis est un poison. Moi j'ai des élèves qui fument notamment du cannabis, qui sont en décrochage scolaire, qui ont des problèmes de santé, des problèmes d'insomnie, des choses comme ça, qui ne sont pas bien. Ils utilisent le cannabis parce qu'ils arrivent à un moment de leur adolescence, en effet, où ils sont dans une période où ça va pas bien, et donc c'est un petit peu un remède. Donc si demain on légalise le cannabis, peut-être qu'après ils vont se tourner vers des drogues beaucoup plus dures, puisqu'ils sont là pour braver notamment l'interdit. Mais si, c'est la réalité, c'est le concret. Ce que vous dites n'est jamais arrivé dans les pays qui ont légalisé. Ça n'est jamais arrivé. On n'a pas eu une augmentation. Les arguments que vous utilisez... C'est ailleurs, alors c'est bien. C'est pas tous en même temps. Très bien, attendez, pourquoi quand dans les pays où on légalise le cannabis, les gens se ruent pas sur l'héroïne, et pourquoi vous dites en gros que c'est ce qui va se passer en France? Des gouvernements qui les gouvernent mieux. Vous considérez que les gens qui fument du cannabis, c'est des gens qui veulent se détruire la tête? Non, mais je ne considère pas ça. Je constate les conséquences du cannabis sur mes élèves. Ce sont les conséquences. Quand on fume trop, c'est comme le vin. Tous les alcooliques ont commencé par un verre de vin. Mais la majorité des gens qui fument du cannabis, c'est des gens récréatifs. Mais si c'est nocif, interdisons-le, et puis c'est tout. L'État, c'est la santé publique. Jean-Baptiste Moreau, le député de la République En Marche, a dit il faudra dépassionner au maximum la question, car le débat est souvent hystérisé. Complètement. C'est incroyable. Ça fait 50 ans que ça dure. Oui. Car quand j'entends, à chaque fois, c'est les jeunes fument. Je m'excuse, beaucoup d'adultes d'âge parfois très honorable fument encore aujourd'hui. Ça ne justifie pas pour autant, mais j'entends, arrêtons. L'ensemble des dirigeants internationaux, je dis bien l'ensemble des dirigeants internationaux qui se sont occupés de la lutte contre la drogue au sens large du terme, l'ensemble, je dis bien, américains, d'Amérique latine, de tout, après avoir été passé à la retraite et avoir arrêté, ont décidé qu'on a émis des milliards d'euros sur la lutte contre la drogue qui ne servaient à rien. Alors, il y a des aspects pédagogiques, bien évidemment que par rapport à l'enseignant que tu es, j'ai été enseignant comme d'autres et tout ça, bien évidemment que s'il y avait légalisation, c'est 40 ans que je suis pour moi, légalisation, c'est évidemment, comme l'alcool et le tabac, interdit aux moins de 18 ans. Ça ne veut pas dire qu'ils ne fument pas, ça ne veut pas dire qu'ils boivent pas d'alcool, mais au moins on sait, de manière parentale et de manière éducative, que c'est interdit. Voilà, ça ne règle pas tout. Après, enfin on a avancé, je finis parce que c'est très important, sur le cannabis thérapeutique. Parce qu'il n'y a pas une journée
pas une journée où il n'y a pas des gens qui viennent me voir en me disant, des adultes qui sont en chimiothérapie, qui ont de la sclérose en plaques. Pas une journée, parce que comme ils savent que je m'y connais un petit peu par rapport à ce sujet, t'as pas des pistes, Benamias, t'as pas des pistes. Non, j'ai pas de pistes, c'est pas légal. Non, j'ai pas de piste. Sauf que, heureusement, faut qu'on avance là-dessus. Et on va avancer là-dessus d'un point de vue médical. Et ça changera un peu, je pense. Ça enlèvera les stérilisations. On est en retard. Le leader du cannabis thérapeutique aujourd'hui, c'est Israël. Tous les ans, le plus grand salon où ils font venir les gens du Canada, sous forme de pilule. Non, le cannabis sous forme de pilule. Est-ce que le cannabis doit rester légal? Oui. Je suis d'accord. Il sera légal par thérapeutique? Mais de toute façon, dans les médicaments, on trouve des tas de substances qui sont chimiques dangereuses, qu'elles sont à toute petite dose, et ce sont des médicaments, ils sont prescrits par les médecins. Arrêtez ce débat. C'est pas la même chose. Il y a de médicaments prescrits par des docteurs, on parle de légalité. Un poison pour les enfants. De morts d'alcool par an par le cannabis. Le cannabis, c'est de la drogue. L'État doit l'interdire parce que c'est mauvais, point. C'est une question de valeur, c'est une question de morale. Pas tous en même temps. Moi, je vais vous donner un chiffre, parce que quand on parle d'AVC, on pense aux personnes âgées, mais il faut savoir qu'un jeune sur 4 de 25 ans va faire un AVC à cause du cannabis principalement. C'est-à-dire que les médecins neurologues qui aujourd'hui reçoivent des jeunes qui font des AVC, quand ils les testent, se rendent compte qu'ils ont tous fumé du cannabis. Donc c'est au-delà même de l'alcool. Aujourd'hui, il y a une dangerosité du cannabis. Et puis même les accidents de la route dus également au cannabis. Il y a des accidents de la route qui sont dus aux tranquillisants et on n'a pas de loi pour empêcher de prendre des tranquillisants qui sont beaucoup plus tranquillisants que le cannabis. C'est le problème. C'est pas parce que d'autres choses sont mal faites. On est d'accord. Bien sûr, c'est ridicule cet argument. Mais enfin, cet argument, ça se fait ailleurs, c'est bien. Il faudrait des autres médicaments. Non, mais le cannabis se trouve partout. Le cannabis se trouve partout. Il y a un moment, voilà, les pays qui l'ont. J'étais à Amsterdam il y a 15 jours et je redis, je ne fume pas. Je ne suis pas consommateur. J'ai pas vu des gens dégénérer à Amsterdam. Faut arrêter. Non, la vraie question, c'est de savoir pourquoi la France est le pays où on consomme le plus de cannabis. Et de médicaments. Et de médicaments et d'antidépresseurs. Absolument. Merci à tous les quatre. Dans un instant, c'est André Berkoff qui sera là au micro de Sud Radio. Très bonne journée à vous. À demain.